invité politique ce matin, c'est Yann Brossat. Bonjour. Bonjour Ariane Mancini. Merci d'être avec nous. Porte-parole et directeur de campagne du candidat communiste. Tout à fait, j'ai ce plaisir. Élection, Fabien Roussel. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. On commence évidemment par l'Ukraine, Yann Brossat. Cessez-le-feu ce matin à Mariupol, c'est ce qui a été annoncé par les Russes pour permettre l'évacuation des civils. Mais les Occidentaux restent prudents. Hier, on a vu un nouveau revirement des Russes qui ne voient pas d'avancée finalement dans les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, alors qu'ils avaient dit le contraire la veille. Le retrait militaire du nord de l'Ukraine, pourtant promis, n'a pas eu lieu. Est-ce que la perspective d'une issue diplomatique s'éloigne selon vous ? En tout cas, il me paraît indispensable qu'il y ait une issue diplomatique. Les Français, comme l'ensemble des Européens, ont évidemment raison d'être prudents parce qu'on sait de quoi Poutine a été capable depuis le début de cette offensive criminelle en Ukraine. Donc nous avons raison de faire preuve d'une vigilance absolue. Cela dit, si l'on va vers un cessez-le-feu, c'est évidemment tant mieux. Ce que je souhaite surtout, c'est que la France, comme l'ensemble des pays de l'Europe, puisse être à l'initiative d'une offensive diplomatique visant à construire une conférence européenne qui soit une conférence de paix et de sécurité collective. Ce que nous souhaitons, avec Fabien Roussel, c'est que cette conférence puisse traiter de l'ensemble des dossiers, des litiges qui existent aujourd'hui à l'échelle de l'Europe, pas seulement de l'Union européenne, mais de l'ensemble de l'Europe, qu'on puisse les traiter et qu'on aille vers un traité de sécurité collective. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin encore dans les sanctions ? Je pense que nous avons pris un certain nombre de sanctions. D'abord, nous les avons soutenues. Pour ce qui concerne Fabien Roussel, il a été sans ambiguïté là-dessus. Nécessité absolue d'isoler Poutine, à la fois sur le plan économique et sur le plan diplomatique. Nous l'avons soutenu. Je pense que nous avons pris un certain nombre d'initiatives. S'il faut aller plus loin, on le fera. Même si ça a un impact sur l'économie française et sur le pouvoir d'achat des Français. C'est là qu'il faut être extrêmement vigilant. Et il faut trouver le juste équilibre qui permette à la fois de faire pression sur Poutine et pour autant de ne pas nous mettre des balles dans le pied. Parce que si on fragilise le pouvoir d'achat des Français, je ne vois pas en quoi on règle fondamentalement le problème. Et par ailleurs, cette guerre arrive dans une situation où le pouvoir d'achat des Français est déjà un sujet extrêmement sensible et où il est extrêmement fragilisé, notamment par l'augmentation du prix des carburants et de l'énergie. On va évidemment continuer de parler du pouvoir d'achat tout à l'heure, mais deux dernières questions sur la guerre en Ukraine. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme Yannick Jadot, que Total est complice de crimes de guerre en Russie ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que Total se comporte en profiteur de guerre depuis le départ. Parce que, en même temps qu'il y a la guerre, en même temps que le prix des carburants explose, Total continue de verser des dividendes absolument astronomiques à ses actionnaires. Vous vous rendez compte que Total va verser en 2022 7 milliards d'euros à ses actionnaires, soit 1 milliard de plus qu'en 2021. C'est-à-dire qu'avec la guerre et avec les souffrances endurées notamment par les Français qui payent un carburant extrêmement cher, Total enrichit davantage ses actionnaires que l'année précédente. Et nous faisons une proposition simple avec Fabien Roussel. En 2022, 0 dividende pour les actionnaires de Total. 0 dividende, c'est-à-dire des dividendes taxés à 100%. Et cet argent sera rendu aux automobilistes français qui aujourd'hui ont la gorge nouée parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir du fait du prix des carburants. Est-ce qu'au-delà de Total, toutes les entreprises qui se trouvent françaises qui se trouvent en Russie, est-ce qu'elles doivent arrêter toutes leurs activités, toutes affaires cessantes, et le peuvent-elles ? À chaque fois qu'on prend des sanctions, il faut se demander si elles sont utiles. Imaginons demain, par exemple, qu'Auchan quitte la Russie. On va se retrouver avec des milliers de salariés d'Auchan russes qui vont se retrouver au chômage. En quoi est-ce que ça règle le problème ? En quoi est-ce que... Donc je n'y suis pas favorable. Parce que tout cela n'aura qu'une seule conséquence, de susciter en Russie une haine des Français, une haine des Occidentaux, et tout cela va renforcer encore un peu plus le pouvoir de Poutine. Donc des sanctions qui conduisent à produire l'exact inverse de ce qu'on souhaite, je n'y suis pas favorable, et donc ça ne me paraît pas être une mesure pertinente. Dans l'actualité, il y a cette polémique McKinsey, on va évidemment en parler. Un rapport sénatorial porté par Éliane Assassi, qui est la présidente du groupe communiste ici au Sénat, a pointé le recours excessif à ces cabinets de conseil privés, notamment durant la dernière année de ce quinquennat, près d'1 milliard de dépenses l'année dernière. Le gouvernement a fait une conférence de presse hier pour s'expliquer, pour se justifier. Il dit qu'il n'a rien à cacher, qu'il a fait toute la transparence. Ils vous ont convaincu, les ministres ?
Non, d'abord je voudrais commencer par dire un grand merci à Éliane Assassi et lui tirer un coup de chapeau. Ce n'est pas quelqu'un qui se met beaucoup en avant, c'est souvent comme ça avec les communistes, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas fait avec évidemment l'ensemble de ses collègues ce travail d'enquête, Éliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat, personne n'aurait entendu parler de ces cabinets de conseil parce qu'évidemment le gouvernement ne se vantait pas d'avoir recours à ces cabinets de conseil, comme d'ailleurs un certain nombre de gouvernements précédents. Et donc ce travail de transparence qui a été effectué par le Sénat, ce qui montre d'ailleurs que le Sénat a un rôle extrêmement utile dans notre démocratie, ce travail-là, il a été fait et c'est grâce à Éliane Assassi et ses collègues que ces réalités ont pu être mises à jour. Cette affaire, elle est scandaleuse. Plus d'1 milliard d'euros qui ont été investis dans ces cabinets de conseil pour faire le travail que l'administration aurait dû faire. Moi, je suis attaché à un principe simple. C'est à l'administration de faire le travail de l'administration. Et il y a derrière tout ça une forme de délitement, de démantèlement de l'État, de démantèlement de la République qui, moi, me révulse. Avec Fabien Roussel, nous avons profondément confiance dans l'administration, dans la capacité de l'administration à faire face aux problèmes. C'est-à-dire plus aucun recours à des cabinets de conseil privés si vous êtes élu ? Terminé, c'est écrit dans notre programme. Et ça fera d'ailleurs des économies. Parfois, on nous demande comment on finance notre programme. Le meilleur moyen pour financer notre programme, c'est d'arrêter la gabegie et notamment d'arrêter le recours aux cabinets de conseil. C'est à l'État de faire le travail de l'État, c'est à l'administration de faire le travail de l'administration. Et tout ça s'inscrit dans une logique globale chez Macron, qui est une logique de méfiance, de défiance vis-à-vis des services de l'État. Il faut faire l'inverse, il faut revaloriser l'État. Dans une République forte, on a besoin d'un État fort et on a besoin d'avoir confiance dans l'administration. Et il y a un deuxième sujet qui est fondamental, qui est la question de l'optimisation fiscale. Enfin, on ne peut pas continuer, l'État ne peut pas continuer de signer des contrats avec des boîtes qui se payent le luxe de ne pas payer d'impôts en France. C'est ce qu'a révélé le Sénat, que McKinsey n'avait pas payé ses impôts en France ces 10 dernières années. Ils étaient dans le Delaware. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Et Fabien Roussel est le seul candidat à avoir posé cette question de l'évasion et de l'optimisation fiscale dans cette campagne. C'est 80 milliards d'euros au moins qui partent en fumée chaque année. Vous voulez mettre fin au recours à des cabinets privés par l'État, et c'est quand même quelque chose, une pratique qui existe depuis très longtemps, qui peut être aussi utile dans certains cas. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à revenir à une plus juste mesure, c'est-à-dire encadrer les choses? Là, ce que pointe le rapport sénatorial, c'est une dérive. C'est les montants qui sont très importants. Mais cette pratique-là, elle n'est pas en soi scandaleuse, si? Qu'on me fasse à ce moment-là la démonstration que les cabinets de conseil savent faire des choses que l'État ne sait plus faire. Et si c'était le cas, ça prouverait qu'on a trop dépecé l'État. Et qu'on a au contraire besoin de renforcer la fonction publique, de renforcer notre administration. Mais à force de démanteler l'ENA, à force de taper sur la fonction publique, on en arrive à une perte de compétences du service public. Et c'est un problème qui est réel et auquel il faut impérativement remédier. J'ajoute un élément. Quand vous voyez que des gens qui ont fait de grandes écoles, des polytechniciens, travaillent pour ces cabinets de conseil, on leur a payé leurs études. Non seulement on leur a payé leurs études, mais en plus de ça, ils ont été payés pour faire leurs études. Et derrière, ils vont travailler dans des cabinets de conseil qui ne payent pas d'impôts en France. Mais enfin, vous imaginez où on en est? À quel niveau de gabegie on en est arrivé? Ces gens arnaquent l'État. J'entendais l'autre jour... Et comment vous faites? C'est-à-dire que vous avez fait des études dans des hautes écoles publiques, vous ne pouvez pas travailler dans des cabinets privés? D'abord, vous devez 10 ans à l'État. C'est le contrat que vous signez. Et donc, ça existe toujours. Ça existe toujours, et sinon vous devez rembourser. Et il faut veiller effectivement à ce que ceux qui n'ont pas rempli leur engagement décennal remboursent parce qu'ils n'ont pas réalisé leurs obligations. Ça, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est toujours le cas. Il faut vérifier que ce soit toujours bien le cas. Mais surtout, on n'a pas... Moi, je le dis, quand on a fait Polytechnique, derrière, on ne travaille pas pour des cabinets de conseil qui arnaquent l'État. Tout ça donne quand même un sentiment de révolte profond vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. J'entendais l'autre jour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui disait qu'il faut avoir recours aux cabinets de conseil avec parcimonie. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut arnaquer l'État avec parcimonie? Enfin, où on en arrive? Moi, je pense que nous avons besoin de responsables politiques, d'un président de la République qui retrouve le sens de l'État, du respect de l'État, du respect de l'administration. Il a perdu le sens de l'État aujourd'hui, oui, le président de la République. Je pense que le président de la République a perdu le sens de l'État. Quand on a recours à des cabinets de conseil qui arnaquent l'État en faisant de l'optimisation fiscale, en faisant un travail que l'administration est capable de faire,
on perd le sens de l'État et on a besoin de retrouver ce sens de l'État et ce sens de l'intérêt général. Vous iriez jusqu'à parler de scandale d'État, comme le font certains candidats. Oui, c'est un scandale d'État. Moi, je ne suis pas dans une logique complotiste. Je ne dis pas qu'il y a une espèce de complot qui s'est tramé. Je dis qu'il y a des gens qui ont théorisé le fait que l'État était un poids dont il fallait se débarrasser et qui pensent que le privé est systématiquement mieux que le service public. On a la preuve du contraire. Quand vous voyez que pour faire la réforme des APL, qui quand même coûte très cher pour beaucoup de ménages modestes, on a eu recours à McKinsey, franchement. C'est le président de la République qui a perdu le sens de l'État ou c'est simplement qu'il n'a pas la vision globale de ce qui se passe dans l'ensemble de ses ministères? Il n'y a pas un peu de ça non plus? C'est idéologique. Vous savez, on nous reproche, nous, parfois, d'être des idéologues. Donc c'est parfaitement conscient, conçu, voulu? C'est conscient, conçu, idéologique. Et les pragmatiques, c'est nous. C'est nous, parce que demain au pouvoir, en n'ayant plus recours à ces cabinets de conseil, en s'appuyant sur l'administration, nous ferons faire des économies à l'État. Sur la crise sanitaire, Yann Brossard, le gouvernement a dévoilé le protocole pour les journées électorales des 10 et 24 avril. Pas de jauge, pas de masque obligatoire dans les bureaux de vote. Est-ce que vous soutenez ces mesures ? En tout cas, moi, je suis évidemment favorable à ce que tout le monde puisse voter. C'est normal. J'ai vu qu'un débat montait pour savoir s'il fallait permettre à tout le monde de voter. Évidemment que tout le monde doit avoir le droit de voter. Y compris les cas positifs, c'est ce qu'a dit le gouvernement. C'est constitutionnel. On ne va pas empêcher des gens de voter sous prétexte qu'ils sont positifs. En revanche, moi, je souhaiterais, c'est une proposition qu'a fait Fabien Roussel hier, qu'il y ait des masques FFP2 à disposition de l'ensemble des électeurs à l'entrée des bureaux de vote, non pas à la charge des collectivités qui déjà payent beaucoup et ont des finances exsangues, mais à la charge de l'État. Sur votre programme, on va parler évidemment du pouvoir d'achat. C'est la préoccupation numéro 1 des Français. Vous voulez augmenter le SMIC pour atteindre rapidement les 1 500 € net par mois. Juste pour être clair, rapidement, c'est à quelle échéance ? C'est dès le mois de juin. Comment ? C'est-à-dire que vous imposez le SMIC par décret ? Oui, c'est l'une des seules décisions que le gouvernement peut prendre en matière de salaire et nous sommes donc favorables à ce qu'il y ait un vrai coup de pouce au SMIC. Il n'y a pas eu de vrai coup de pouce au SMIC depuis plusieurs années. Il y a eu des augmentations qui sont des augmentations légales, mais pas de vrai coup de pouce au SMIC. On a besoin de donner de l'air aux familles, de l'air aux salariés français et donc nous sommes favorables à un SMIC à 1 500 € net, soit 1 900 € brut. J'insiste sur le brut parce que je vois beaucoup de candidats qui proposent d'augmenter les salaires par des baisses de cotisations sociales. C'est le cas de Zemmour, c'est le cas de Macron, c'est le cas de Le Pen, c'est le cas de Pécresse. C'est un peu le programme commun de tous les candidats de droite et d'extrême droite. Nous, ce que nous disons, c'est qu'on a besoin d'augmenter les salaires, mais d'augmenter aussi les cotisations sociales. Parce que si vous baissez les cotisations sociales, vous ruinez la sécurité sociale et nous allons nous retrouver demain, en France comme aux États-Unis, avec des gens qui devront vendre leur maison pour pouvoir se faire soigner. Nous ne voulons pas de ce modèle-là, nous voulons des salaires, mais nous voulons aussi de l'hôpital, des retraites, bref, tout ce qui va avec les cotisations sociales. Vous augmentez les salaires et les cotisations sociales, êtes-vous bien sûr que les entreprises pourront toutes suivre, notamment les petites? C'est une vraie question. Et il y a deux catégories d'entreprises. Il y a évidemment de très grosses entreprises, on parlait de Total tout à l'heure, qui celles-là, elles ont les moyens. Et donc celles-là, elles ont les moyens de le faire. Les TPE. Et il y a aussi des petites entreprises. Et pour les petites entreprises, nous proposons deux choses. D'abord, nous proposons que les aides publiques de l'État soient concentrées sur les petites entreprises. Aujourd'hui, l'État aide tout le monde, les grosses comme les petites. Nous disons qu'il faut concentrer les aides sur les PME et les TPE. Et deuxièmement, nous proposons une banque publique qui puisse prêter par des prêts bonifiés de l'argent aux petites entreprises. Quand je dis un prêt bonifié, ça veut dire que la banque vous prête 100 € et que sur ces 100 €, vous n'aurez à en rembourser que 80, c'est-à-dire des prêts à taux négatifs. Autrement dit, aider les petites entreprises, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les exploitants agricoles également, à faire des investissements. Or aujourd'hui, malheureusement, les banques ne leur prêtent pas ou alors leur prêtent à des taux qui sont trop élevés. Donc augmentation du SMIC, les autres salaires qui sont situés un peu au-dessus du SMIC suivront ? Bien sûr, par le biais d'une conférence salariale avec l'ensemble des partenaires sociaux que nous organiserons dès les premières semaines. Donc là, ça sera plus tard. Et j'insiste sur un point, l'augmentation des petites retraites. L'augmentation des salaires, bien sûr, mais aussi l'augmentation des petites retraites. Et nous disons que nous ne voulons pas de retraite en dessous de 1 200 €. On a aujourd'hui trop de retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui n'arrivent pas à vivre dignement. On va revenir sur la réforme des retraites, mais juste un mot pour finir sur l'augmentation des salaires. Vous êtes aussi pour l'augmentation des salaires de la fonction publique.
De combien? Et est-ce que ça concerne les 3 fonctions publiques? Parce que vous le dites vous-même, les collectivités sont exemptes. Comment vous leur faites payer les salaires de leurs agents territoriaux? Nous sommes effectivement favorables à une augmentation des salaires de la fonction publique, prioritairement les petits salaires. Je pense en particulier aux catégories C, ceux qu'on a d'ailleurs les plus vus pendant les différents confinements, qui ont été là, qui ont fait un travail difficile, qui ont continué à bosser, alors même que la France était pour une bonne part à l'arrêt. Et ça, c'est augmentation de 30% d'ici la fin du mandat, donc lissée à l'échelle de l'ensemble du mandat. C'est indispensable parce que le point d'indice des fonctionnaires a été gelé depuis 10 ans, même si le gouvernement a opportunément, en pleine campagne, annoncé qu'il serait dégelé. Heureusement qu'il y a quand même une élection présidentielle tous les 5 ans. C'est bien le seul avantage d'être passé du septennat au quinquennat. Mais surtout, il y a besoin de revaloriser ces salaires. Alors vous me dites comment, notamment pour les collectivités locales, ça suppose de donner plus de dotations aux collectivités locales, de donner de l'air financier aux collectivités locales. Or, vous avez vu que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a 10 milliards d'euros d'économies sur le dos des collectivités locales. C'est ce que dit Laurent Saint-Martin. Mais c'est très grave à nouveau de fragiliser les collectivités locales parce que derrière, on fragilise les services publics locaux. La réforme des retraites, donc Fabien Roussel, président, rétablit la retraite à 60 ans pour tout le monde. À quelle échéance ou à quel rythme? Vous faites ça dès le début du quinquennat ou progressivement? C'est une mesure qu'il faut prendre dès le début du quinquennat parce que nous avons besoin de permettre aux retraités, enfin à ceux qui ont travaillé toute leur vie, de bénéficier du droit au repos à 60 ans. Si on a été capable, en 1981, avec François Mitterrand et Georges Marchais, de mettre en place la retraite à 60 ans, on doit être capable de le faire aujourd'hui, alors que la France produit 5 fois plus de richesses qu'à l'époque. 5 fois plus de richesses qu'à l'époque. Et donc, bien sûr, je l'assume. Ça veut dire que c'est pour tout le monde sans critère de pénibilité. C'est-à-dire que des ouvriers seront à la retraite à 60 ans, comme nous qui travaillons dans des bureaux avec des fonctions moins pénibles. Personne ne vous obligera de partir en retraite à 60 ans. Si vous souhaitez travailler davantage, vous aurez la possibilité de travailler davantage, évidemment. En revanche, tous ceux qui le souhaitent, et c'est aux gens d'en juger, tous ceux qui le souhaitent auront la possibilité de partir en retraite à 60 ans à taux plein, au bout de 37 annuités et demie. C'était le cas avant, ça doit être le cas demain avec Fabien Roussel. Comment vous financez l'ensemble de ces propositions, l'augmentation des salaires de la fonction publique, la réforme des retraites, vous créez de nouveaux impôts, comment vous équilibrez les choses? Moi j'assume, et nous assumons avec Fabien Roussel. Et combien ça coûte? Le fait qu'on a besoin... je répondrai très directement à votre question, mais je réponds d'abord à la précédente. Mais sur les impôts, parce que c'est important, les impôts. Nous avons besoin d'augmenter globalement le budget de l'État parce qu'il y a aujourd'hui trop de besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc, augmentation du budget de l'État de 100 milliards d'euros dès la première année, c'est-à-dire dès le budget 2023, c'est-à-dire le budget que le nouveau président de la République, avec son gouvernement, aura à élaborer. Comment? De deux manières. D'abord, en procédant à un certain nombre de remises en cause de dépenses qui existaient et qui n'existeront plus. Les cabinets de conseil, c'est terminé. Et deuxièmement, des recettes supplémentaires, et ça je l'assume. Donc des impôts supplémentaires. Des impôts supplémentaires sur les grosses entreprises et sur les plus riches. 2 exemples, la taxation à la source des multinationales, mettre un terme à l'évasion fiscale qui fait qu'aujourd'hui 80 milliards d'euros nous échappent parce qu'ils partent en fumée et qu'ils partent vers des paradis fiscaux. Et deuxièmement, le rétablissement par exemple de l'impôt de solidarité sur la fortune que nous proposons de tripler et qui rapportera 10 milliards d'euros chaque année. Avant, c'était 3,5 milliards, on le triple, ce sera 10 milliards d'euros. Mais plus profondément, sur notre vision globale, je l'assume aussi. Je ne pense pas qu'on reconstruira le pays et qu'on augmentera la valeur de la France avec des Français malheureux. Notre slogan, c'est la France des jours heureux. C'est le programme le plus économique qui soit parce que on permettra à la France de gagner de la valeur, de retrouver de la puissance si les Français sont en forme. On ne remet pas un pays à pied avec des Français qui ont la tête sous l'eau, qui vont mal, qui sont déprimés. Or, c'est le cas de la France aujourd'hui. Le moral des ménages, il n'est pas bon. Et donc, un moral des ménages... Ça dépend des études. Il y en a qui disent que les Français sont heureux, mais c'est vrai que l'économie française se porte très mal. Les Français comment vous faites pour la dette qui est faramineuse, par exemple? On a 2800 milliards d'euros de dette. Des recettes nouvelles. On a laissé... Donc vous réduirez la dette de la France? Au final, nous réduirons la dette de la France parce que l'activité reprendra et que des recettes nouvelles entreront dans le budget de l'État. Sur la campagne, vous voyez la dynamique ces derniers jours de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que l'argument du vote utile, Jean-Luc Mélenchon est en train de prendre? D'abord, Jean-Luc Mélenchon lui-même dit qu'il n'est pas favorable au vote utile, donc je n'y suis pas favorable. N'aime pas cette expression. En tout cas, je pense que dans une démocratie,
Il n'y a pas de vote utile et de vote inutile. Il n'y a pas de citoyens utiles et de citoyens inutiles. Il n'y a pas d'idées utiles et d'idées inutiles. Il y a des citoyens libres et égaux en droit. C'est la Constitution, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et les Français doivent se déterminer par rapport à leurs idées. On a un candidat qui incarne la gauche populaire, la gauche républicaine, c'est Fabien Roussel. Il est par ailleurs un candidat franc, sincère, et je pense qu'on a besoin de cette incarnation. Et Jean-Luc Mélenchon, il incarne quelle gauche pour vous ? Jean-Luc Mélenchon, il incarne son chemin, nous incarnons le nôtre. J'ai du respect pour lui, mais mon candidat, c'est Fabien Roussel, précisément parce que il incarne cette France qu'on a trop peu vue ces dernières années, trop peu entendue ces dernières années. C'est le seul candidat de gauche à ne pas vivre en région parisienne, enfin l'un des seuls. Et je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin de cette fraîcheur-là que Fabien Roussel incarne depuis le début. Et d'ailleurs, je note une dynamique, des soutiens qui nous arrivent tous les jours. Il n'est pas d'ailleurs uniquement le candidat du Parti communiste. Il est soutenu par Marie-Noëlle Lienemann, par Emmanuel Morel. Et il y en aura d'autres dans les jours qui viennent. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous avez des ralliements en vue ? Absolument. Et puis surtout, vous verrez bien. Mais surtout, ce que je dis aux électeurs, c'est donnez-nous de la force, nous en ferons quelque chose d'utile. On parlait de McKinsey tout à l'heure, c'est les communistes qui l'ont révélé. L'augmentation des retraites agricoles, c'est André Chassaigne, député communiste. À chaque fois qu'on donne un peu de pouvoir aux communistes, ils en font quelque chose d'utile. Donc cette leçon-là, retenez-la. Excusez-moi d'insister, mais il fait une très belle campagne. Il va probablement faire un score très honorable. Vous n'aurez pas des regrets si ce score empêchait Jean-Luc Mélenchon d'être au second tour, alors que entre votre programme et l'avenir en commun, il y a quand même beaucoup de similitudes. Les deux sont très proches. D'abord, il y a des divergences, je pense notamment à une question qui n'est pas négligeable, qui est la question du nucléaire. Il y a quand même aussi beaucoup de proximité. Mais heureusement qu'à gauche, il y a de la proximité entre les différents candidats. Ça vaut pour les autres candidats aussi. Et du coup, vous n'auriez pas des regrets si finalement le bon score de Fabien Roussel pouvait empêcher Jean-Luc Mélenchon de... Ce que je vois dans les enquêtes d'opinion, c'est que nous progressons ensemble et pas les uns au détriment des autres. Nous progressons ensemble. Il y a deux dynamiques à gauche dans cette campagne. Il y a Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, qui partait de plus haut que nous, et il y a Fabien Roussel. Et donc ces deux dynamiques, elles existent. Et elles ne se mangent pas l'une l'autre. Ils progressent ensemble. Et donc tant mieux, parce que ça renforce au final la gauche. Et si un candidat de gauche est au deuxième tour, il aura bien besoin de report de voix. Et donc en l'occurrence, tout ça crée une dynamique positive. Vous appellerez à voter pour Jean-Luc Mélenchon sans réserve. Nous appellerons à voter pour n'importe quel candidat de gauche qui arrivera au deuxième tour. Et donc tout ça crée une dynamique positive pour l'ensemble de la gauche. Et je pense que c'est cela qu'il faut. Vous pourriez participer à un gouvernement de Jean-Luc Mélenchon, malgré vos divergences, vous l'avez dit, sur un sujet comme le nucléaire ? Dès lors que la gauche gagne, il va bien falloir que tout le monde travaille ensemble. Et donc ça vaut pour Jean-Luc Mélenchon comme pour n'importe quel autre candidat de gauche. Mon souhait, évidemment, c'est que ce soit Fabien Roussel qui arrive en tête. S'il n'y a pas de candidat de gauche au second tour, comme les sondages l'annoncent pour le moment, ce ne sont que des sondages et ils sont à prendre avec des précautions, mais en cas de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous appelez à voter pour qui ? D'abord, j'en ai ras-le-bol qu'on me parle du deuxième tour. Non, mais je vous demande ça. Je vous demande ça parce qu'hier, Jean-Luc Mélenchon, il a dit qu'il allait consulter sa base avant de prendre une décision. Est-ce que ça sera pareil pour le Parti communiste ? Nous avons toujours pris nos responsabilités lorsque l'extrême droite était au deuxième tour. Et nous avons toujours dit qu'il faut battre l'extrême droite. Donc nous ne changerons pas de voie dans ce domaine. Pas besoin de consulter votre base, vous. Ça sera un appel à battre l'extrême droite. Parce que c'est l'évidence même. Et chez nous, ça ne fait pas un pli. Et le troisième tour, la législative, Fabien Roussel souhaitait un accord avant le 10 avril. Ça va être compliqué. Alors, pour l'accord au 10 avril, ça va sans doute être un peu chaud. Mais en tout cas, nous maintenons l'idée qu'il y a besoin que la gauche se retrouve aux élections législatives. Il y aura un accord ? Je le souhaite. Pour qu'il y ait un accord, il ne faut pas que nous. Sinon, c'est pas un accord. Nous discutons avec tout le monde, nous le souhaitons ardemment. Et donc, mon souhait le plus ardent, c'est que nous parvenions à un accord. Avant le 10 avril, dans l'idéal, après le 10 avril, si on n'y arrive pas. Merci Yann Brossat. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, directeur de campagne et porte-parole de votre candidat Fabien Roussel.